Pour votre fidélité d'écoute à Nana FM, vous qui nous recevez sur la 95.5, le www.nanafm.tg ou encore sur le bouquet Canal Plus numéro 575. Bonjour et bienvenue au premier numéro du débat de Nana FM de cette semaine. Reporté il y a quelques jours, le recensement électoral pour le compte des élections régionales et législatives dans la zone 2 a effectivement démarré depuis samedi. Comment l'opération se déroule-t-elle et comment l'opposition togolaise se prépare-t-elle pour les échéances à venir? Ce sont les interrogations qui seront les nôtres pour les 45 prochaines minutes. Et pour en parler, nous recevons sur notre plateau Innocent Kabara. Il est le président du PDP. Président, bonjour. Bonjour. Ça fait un moment. Oui. Alors, les auditeurs, vous avez donc la possibilité d'intervenir dans ce débat sur nos deux numéros, 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 à partir de 7h35 avec Nestor Gloire, la mise en onde. Je m'appelle Norbert Djougadi. Merci pour votre fidélité d'écoute et merci Président pour votre disponibilité. Alors je le disais tantôt, le recensement électoral dans le cadre des élections prochaines a démarré effectivement samedi dans la zone 2. Je ne sais pas si vous avez déjà fait un tour sur le terrain ou bien vos agents sont déjà sur le terrain. Comment l'opération se déroule? Est-ce que les mêmes, quoi qu'on avait constaté au niveau de la zone 1 se répètent encore là? Pour le moment, il est trop tôt pour se prononcer sur la question. Je crois que ça a bien commencé. Mais c'est au bout de quelques jours souvent qu'on finit par voir un peu les anomalies et puis les dysfonctionnements. Je pense qu'il y a eu plus de préparation. S'il y a eu un report, ça a permis de mieux se préparer par rapport à la première zone. Mais quoique, tout ce qu'on a dit sur la première zone, je pense que, d'après ce que moi j'ai compris, les statistiques, ou bien les prévisions qui ont été faites, les gens atteignent les prévisions. Donc, est-ce que ça les amène à dire, même s'il y a eu des difficultés, est-ce que ça les amène à dire, oui, ça n'a pas marché dans la première zone? Donc, il faut également regarder également les statistiques. Si on a atteint l'objectif fixé dans la première zone, pour beaucoup, c'est que l'objectif est quand même atteint. Maintenant, dans la seconde zone... Même le ministre en chef de la décentralisation a reconnu... Oui, tout le monde a reconnu. Tout le monde a reconnu, aussi bien le ministre, aussi bien les organisations de la société civile que les partis politiques qui ont tiré la sonnette d'alarme très tôt. Nous avons tiré parce qu'on avait des remontées d'informations qui n'étaient pas du tout bonnes. Et les longues files d'attente, le dysfonctionnement des machines. Je pense qu'il n'a pas eu une très bonne maintenance de ces appareils. Il y a eu un gros dysfonctionnement à ce niveau. Et je pense qu'au niveau des opérateurs de saisie qui ont fait un travail remarquable, il y a quelques-uns, c'était un tout petit peu long, mais ce n'était pas forcément la faute des opérateurs de saisie. Donc j'ai vu un peu la sortie du président de la CENI, pour moi, qui n'était pas opportune. Mais qu'à cela ne tienne, je pense que nous pourrons faire mieux dans la seconde zone. Alors, moi, le samedi, j'ai pris soin d'appeler quelqu'un depuis Amouzoukope qui me dit, voilà, ils sont déjà allés, c'est vrai, les agents recenseurs sont là. Mais le problème, c'est que la machine ne fonctionne toujours pas. Je ne sais pas si vous avez déjà... Je viens de dire la même chose. Je viens de dire, en réalité, c'est peut-être pas les opérateurs de saisie. En réalité, c'est les machines, c'est la maintenance des machines. C'est la maintenance, parce qu'il faut voir ces appareils-là, nous les avons pour combien de temps? Il y en a que nous avons pu acquérir, il y en a qui viennent de la RDC ou d'autres pays qui nous prêtent main. Maintenant, il faut voir comment nous maintenons ces machines. Véritablement, il y a des machines qui posent problème. La lenteur, ce n'est pas forcément... Je ne dis pas que les opérateurs de saisie font correctement leur travail ou sont à 100%, le rendement est à 100%. Mais je dis, ce qu'on reproche à beaucoup de personnes, peut-être que c'est la maintenance des appareils. Pas les appareils, mais c'est comment est-ce qu'on a fait la maintenance des appareils. Parce que si l'appareil, c'est pour une durée de vie peut-être de 5-10 ans, peu importe ce que vous faites après, ça n'a pas marché. Il faut renouveler. Donc moi, je pense que le problème est beaucoup plus au niveau de la maintenance de ces appareils. Alors, s'il y a eu report dans la zone 2 et que tout de suite à l'entame, on remarque encore les mêmes erreurs, comment est-ce qu'il faut... les mêmes erreurs, comment est-ce qu'il faut expliquer ça? Je reviens toujours sur la question des appareils. Si les appareils sont défaillants, même si vous prenez une semaine pour mieux vous organiser, mais vous n'allez pas faire de la magie. C'est comme si vous prenez un véhicule avec un moteur des années 70, vous dites que vous allez atteindre 45 heures de temps, est-ce que c'est possible? Même si vous maintenez, vous pouvez aller changer les pièces, vous pouvez faire tout,
Mais vous ne pouvez pas atteindre 45 heures de temps, ce n'est pas possible. Alors, les auditeurs qui nous suivent dans la zone 2, peut-être vont nous dire les difficultés Voilà. qu'ils connaissent actuellement. Alors, on parle des échéances électorales qui arrivent, surtout les régionales. C'est pour ça, nous, dans notre communication, nous avons dit, c'est pas qu'on n'aura pas de difficultés, mais il faut que la CENI puisse réagir de manière prompte et puis qu'elle soit proactive. Pour pouvoir résoudre, parce que dans certaines zones, c'est un tout petit peu éloigné, le temps que l'information remonte, le lendemain peut-être qu'il faut changer les appareils, donc il faut une réactivité, non seulement des agents recenseurs, les superviseurs de la CENI, pour que nous puissions, on ne peut pas dire qu'on n'aura pas de soucis. Donc il faut une mobilisation, une réactivité qui puisse permettre de pouvoir minimiser ces problèmes. Alors aujourd'hui, les gens se plaignent tant que les partis politiques ou les organisations de la société civile se plaignent qu'ils n'ont pas été associés à cette opération. Je ne sais pas si... Non, on ne peut pas dire ça puisque nous faisons partie de la CENI. Nous faisons partie de la CENI, donc nous ne pouvons pas dire que nous n'avons pas été associés. Mais nous disons que le problème matériel ne nous incombe pas. Le problème matériel, si c'est un problème d'organisation générale, si c'est un problème lié à la CENI même, au fonctionnement de la CENI, d'accord. Mais le problème logistique, le problème du matériel ne nous incombe pas. Alors, chaque fois au niveau du CPC, il y a des concertations qui se font, il y a des pourparlers. Pourquoi il n'y a pas ce que les autres disent depuis avoir une CENI technique, ce qui permet de bien faire fonctionner? Non, la CENI technique n'est pas une bonne chose dans nos pays. La CENI technique, ça veut dire que c'est pour ceux qui veulent vraiment prendre le pouvoir. Si vous demandez une CENI technique, on va vous envoyer les agents de l'administration. Et ces agents de l'administration sont à 100% du parti qui est là dans beaucoup de pays. Il y a des organisations de la société. Non, on n'a pas encore atteint un niveau de responsabilité, un niveau de probité qui permette aux gens, peu importe de quelle couleur ils sont, de pouvoir faire un travail impartial. On n'est pas encore arrivé. Si nous-mêmes nous sommes là et qu'il y a des difficultés, quand nous ne serons pas à la CENI, qu'est-ce qui va arriver? Pour le moment, on n'a pas encore atteint ce niveau-là. Et puis, ce n'est pas encore dans notre culture. Ce n'est pas encore dans notre culture. Oui, dans quelques années, on pourra atteindre à une CENI technique parce que nous allons arriver à un niveau de maturité. Figurez-vous même que nous-mêmes, au niveau de l'opposition, difficilement, quand quelqu'un fait 10, 15 ans, pour le remplacer, c'est un problème. Et vous pensez que c'est en allant à une CENI technique qu'on va régler le problème? Non. En fait, c'est ce que j'ai toujours dit. La révolution que nous devons faire, c'est au niveau de nos comportements. C'est au niveau de nos comportements. Ce n'est pas ni au niveau des moyens, tout ça, on peut nous donner les moyens, mais si nos comportements ne changent pas, et regardez tout ce qui se passe au niveau de la classe politique. Regardez le paysage que nous donnons. Regardez l'image que nous donnons. Regardez le paysage et l'image que nous donnons. C'est au niveau de nos comportements. Si nous changeons nos comportements, si nous devenons patriotes, si nous commençons par considérer que c'est le bonheur et l'intérêt du plus grand nombre, au détriment de notre intérêt particulier. Et si nous considérons que nous avons en partage cette nation et que même malgré nos divergences, nous devons faire en sorte que le pays marche, oui, on a besoin d'une CENI technique et ça va bien marcher parce que les gens seront des gens intègres. Mais on n'est pas encore arrivé à ce niveau. Alors, aujourd'hui, comment est-ce que vous vous préparez pour ces échéances? Nous préparons bien et je vais étonner beaucoup en disant que nous savons qui nous sommes. Et je vous ai toujours dit que nous n'avons pas la prétention ni d'être numéro 1, numéro 2, numéro 3. On les laisse se battre. Nous savons que notre objectif, c'est 2030. Et nous sommes les premiers à parler de 2030. Parce que 2025, c'est tout de suite arrivé et on n'est pas suffisamment prêt. Donc 2025 même, c'est pour faire un bon score, pour montrer qui nous sommes. Même les élections de 2023, ça va permettre à chacun de connaître le poids politique de l'autre. Et c'est véritablement important que tout le monde vienne. Et nous avons souvent souhaité que tout le monde revienne. Et même quand vous suivez un peu le congrès d'un certain nombre de partis politiques, le discours est plus ou moins centriste. Il a fallu que les gens, la réalité les rattrape pour qu'ils nous rejoignent, je dis bien dans le discours. Mais maintenant, au-delà du discours, peut-être qu'il faut qu'ils s'alignent derrière nous pour qu'on puisse cheminer. Puisque maintenant, ils ont notre discours. Ils sont en train d'aller vers notre discours. Alors, ce qui veut dire que vous appelez les autres à vous suivre? Mais ils n'ont pas de... Vous savez, quand vous n'êtes pas cohérent, je vous ai toujours dit que ça va vous rattraper. Quand vous n'êtes pas cohérent, quand votre discours n'est pas cohérent, ça va vous rattraper. Parce que votre discours change au gré des intérêts et des événements. Et pour un politicien, il faut de la cohérence.
Et nous savons que l'opposition n'est pas très forte actuellement. L'opposition est faible. Vous prenez les partis politiques pris individuellement, ils sont très faibles. Faibles au niveau du financement, faibles au niveau de l'offre politique, faibles au niveau des ressources. Il faut organiser tout ça et ça prend du temps. Ça prend du temps. C'est pour ça que nous avons toujours parlé de 2030. Et je vous assure qu'en 2030, ça sera un centriste qui va assurer l'alternance. Soit vous allez m'inviter en tant que chef d'État, soit vous allez m'inviter en tant que membre du gouvernement. Alors, quelle lecture vous faites aujourd'hui de l'atmosphère sociopolitique de notre pays? Oh, la mutation est en train de s'opérer, les gens vont résister, mais la mutation va s'opérer. Qu'il pleuve ou qu'il neige, la mutation va s'opérer dans un certain nombre de partis politiques. Nous avons souvent souhaité que cette mutation s'opère pour que nous puissions avoir des gens de notre génération à la tête de ces partis politiques, pour que nous puissions définir une stratégie pour battre ou unir. Mais si cela n'est pas fait, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Il faut une certaine mutation. Il faut des ressources de qualité, il faut une offre politique. Quand nous aurons construit tout ça, là, nous serons en position d'assurer l'alternance. Même pour ces élections de 2023, si les Togolais nous écoutent, nous qui sommes cohérents, si les Togolais nous écoutent, nous qui sommes pragmatiques, si les Togolais nous écoutent, nous qui avons un véritable projet cohérent dans la durée, il faut nous donner un certain nombre de députés pour que nous puissions être en capacité de pouvoir faire front, de pouvoir faire face à unir. Il faut que nous soyons cohérents. Même au niveau de l'électorat, il faut que les gens soient cohérents. Parce que vous ne pouvez pas vous plaindre et après, le vote ne suit pas ce que vous dites. Et après le vote, vous vous plaignez. Ça n'a pas de sens aussi. Ça n'a pas de sens. Vous allez mettre votre mandat en jeu oui. Cette année 2023. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, vous sentez que vous avez la capacité ou bien que le peuple va vous renouveler son droit de vote? Le peuple va nous renouveler parce que vous voyez ce qui est en face. C'est de la division, les gens n'arrivent même pas à organiser un congrès, les gens n'arrivent pas, et nous sommes cohérents, nous avons fait le travail qu'il faut, nous avons fait des propositions, et nous sommes là, nous pesons dans les débats, et voilà, c'est la seule issue. Actuellement, c'est la seule issue. Et vous allez voir dans les différents congrès, les gens sont en train d'adopter plus ou moins nos positions d'il y a quelques années, même nous-mêmes qui avons évolué. Nous n'allons pas à l'Assemblée nationale parce qu'on a boycotté et qu'on n'a pas... On a des difficultés. Nous allons à l'Assemblée nationale pour faire une offre politique. Nous allons à l'Assemblée nationale pour enrichir le débat. Alors, quand vous êtes aussi confiant que vous l'êtes aujourd'hui, qu'est-ce qui, vous pensez que ça pourrait militer en votre faveur, que le peuple vous renouvelle cette confiance? Non, le peuple va nous renouveler la confiance parce que, vous savez, nous sommes en train de faire un travail de qualité. Nous avons permis à ce qu'il y ait de l'apaisement dans le pays. Et le travail, c'est un travail technique. Nous ne sommes pas dans les émotions. Alors, tous les députés qui sont à l'Assemblée parlent, comme vous le dites, on a ramené l'apaisement, on a fait que la paix règne dans le pays. Vous pensez que c'est un résultat suffisant pour Non, chacun n'a qu'à parler pour lui. Chacun parle pour lui. Moi, je parle au nom du PDP. Nous avons permis à ce qu'il y ait de l'apaisement. Nous avons permis à ce que les Togolais puissent dialoguer au niveau d'un cadre de concertation. Nous avons permis à ce qu'on puisse toucher les tests. Nous avons permis à ce qu'on puisse avoir les 2 tours et 2 mandats. Nous avons permis à ce que le Togo puisse avancer. Ce qui est important, nous ne sommes pas un homme du passé. Nous sommes un homme du présent, de l'avenir. C'est comment faire pour faire avancer les choses. Peu importe ce que nous nous reprochons. Donc je pense que les Togolais... Et nous, notre cible, ce n'est pas les gens du passé. C'est les gens qui sont comme nous, c'est les gens qui sont en train de voir que vous pouvez être dans le pays, vous enrichir. Nous sommes un opérateur économique et il faut que nous puissions prendre des décisions pour enrichir les Togolais. Est-ce que ce que vous dites là, votre bilan, est-ce que ça a changé quelque chose par rapport au panier de la ménagère du Togolais? Non, nous ne sommes pas au pouvoir. Ça, c'est des questions que vous devez poser aux membres du gouvernement. Nous ne sommes pas au pouvoir. Le jour où nous serons au pouvoir, posez ces questions à nos ministres. Ils vont vous répondre. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Les auditeurs peuvent maintenant intervenir dans ce débat après la courte pause. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Un premier auditeur en ligne. Nana FM, allô? Oui. Allô? Oui, Pélé, bonjour. Bonjour. Oui, vous voulez parler un peu plus fort, s'il vous plaît? Je salue, Monsieur le Président. Oui, bonjour, Monsieur Pélé. Ok, bon. Président, ce que je voulais dire ce matin, c'est dans vos propos, je sens un peu de l'embrouille. Souvent, quand vous dites tantôt, vous êtes centriste et vous êtes de l'opposition, tout ça là, ça nous embrouille, nous. Je voulais que vous expliquiez un peu votre position. Bon, concernant, tout à l'heure, vous venez de dire que vous parlez de la vision de 2030. Mais quelle mouche qui vous a piqué
quand vous avez déposé la candidature en 2020, est-ce que vous n'avez pas l'option de la vision de 2030 alors aujourd'hui, vous êtes à la CENI. Est-ce que vous considérez que ce que la CENI est en train de faire là, c'est du bon boulot? Et que peut-être que vous êtes en train de les approprier, que ce qui se passe dans la zone 2, ça démarre bien. C'est du fond. Ce qu'ils sont en train de réfléchir, ce que la zone 1 a produit. Mais ce que je vais, le peuple, tout le monde sait que le peuple est en train de s'entendre de servir. Le peuple veut une élection transparente. Lorsque vous dites que vous êtes à l'Assemblée et que vous savez qu'on va changer cette Assemblée-là, il faut aider le peuple congolais. Donc, vous faites partie de la Sénat, du PPC, quand la CENI, que les élections soient transparentes pour mettre un peuple apaisé. Merci. Merci à vous aussi. Les 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nana FM, allô? Allô, bonjour, ma mère. Monsieur Gallo, bonjour. Bonjour à votre invité. Oui, bonjour, monsieur Gallo. Bon, vous savez, moi, ma proposition, qu'il faut avoir une élection sans violence. Franchement, ça a trop duré cette affaire de on nous a tiré par ça. Voilà moi ce que je vous demande pour faire au peuple. Après les élections, vous voyez qu'il y a des contentieux. Pour tous les partis politiques, allez faire une devant la je crois que c'est la réunion. Oui, allez là-bas et vous ne faites pas sortir le peuple. Monsieur Gallo, qu'il fasse sitting où? Allô? Au moins quelque chose pour manger. Donc mettez le peuple aller au travail et vous les partis politiques, attendez-vous, allez faire des sittings. Ça va faire du bruit. Merci, bonne journée. Merci et bonne journée à vous aussi. Nana FM, allô? Allô. Madame ici, bonjour. Bonjour. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, madame ici. Merci d'avoir été là ce matin. Comme il sait bien quoi. Il a dit beaucoup de choses. Allô? Oui. Est-ce que votre téléphone est en mode mail libre? Non, mais c'est bon, ça va? Oui, ça peut aller. Allô? Oui, ça peut aller, allez-y. Oui, M. Kabouara est venu ce matin, il nous a dit beaucoup de choses encore. Il a dit d'alterner à la tête des partis politiques qui ne demandent rien à personne, quoi. Puis il a dit changement de comportement, tout ça là, tout ça doit aller à ce régime qui refuse l'alternance. Le régime a connu Kennedy, il boule. Un régime comme ça, il ne peut rien apporter à la République. Et puis si on alternait tous les 5 ans, comme la Constitution nous le dit, et même en France, les chefs des partis politiques là, ils allaient alterner depuis longtemps. Le beaucoup serait développé. Moi, je ne tomberai pas dans un caniveau non couvert à Minamadou, qui est desservi par de grandes routes et qu'on a laissé en état avec des gouffres. Et puis ma voiture est cassée et j'ai fait un pied de poule aussi. Mon cou et tout ça là. Non. Merci. Le Togo serait développé. Merci beaucoup à madame ici. Nana FM, allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour. Monsieur Wari, depuis Azam. Monsieur Wari, depuis Azam. Oui, monsieur Wari, on vous écoute. Et l'honorable Assara, félicitations pour ce qui vient de dire. Il est sur les rails. Mais en ce qui concerne le parti en plus, il doit faire savoir aux gens que c'est un parti qui est de l'opposition. Même en France, il existe les centristes. Donc, je ne vois pas la politique là-bas. Bon, ma section pour l'honorable, lors du congrès de santé du peuple, le président de ce parti, Georges William Pétan, parle du partage du pouvoir. Je pense le Gapara sur ce que dit Georges Pétan. Merci à vous aussi. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nana FM, allô? Allô? Oui, bonjour Michel. Oui, bonjour Michel Lambert. Oui, allez-y, on vous écoute. Bonjour à notre invité. Bonjour, monsieur Michel. Je crois que dans les développements de notre invité, il vient de dire tout à l'heure que ils ont pacifié le pays et que les choses sont redevenues tranquilles.
Je ne sais pas, est-ce que la paix c'est l'absence de marche, l'absence de guerre par rapport au djihadisme qui est passé au nord et on est en train d'écraser la population là-bas? Je ne sais pas si ça ne fait pas partie du pays. Et secondo, au niveau de l'enrôlement des électeurs, il faut changer les choses. On ne va pas tout le temps chercher à avoir des cartes d'électeurs. Les cartes d'identité sont les cartes les mieux sécurisées et offertes aux populations. Je crois que si on institue ne vote pas les cartes d'identité, les communes vont se charger de délivrer les pièces adéquates aux populations pour que les gens obtiennent les vraies pièces d'identité. Et je crois que ça fera également de l'économie au pays. Il ne faut pas toujours qu'on demeure toujours dans les mêmes postures pour pouvoir produire les mêmes défis. Maintenant, concernant la transparence de ces élections, il a dit qu'il faut que les populations leur donnent beaucoup de députés et comme ça, qu'ils ne se retrouvent pas à se plaindre tous les jours. Mais M. Kabara, vous pensez que les populations ne votent pas les oppositions? C'est pour ça qu'on n'a pas beaucoup de députés. Vous savez très bien comment les élections se font au Togo. Quand il s'agit de proclamer les résultats, c'est comme il y a un autre résultat des jeunes et un autre résultat des papiers. Vous avez été témoin de la lecture des résultats de l'élection présidentielle du président de la CENI. Oui, il disait hier. Mais comment est-ce que si vous avez un document que vous patronnez, et il y a erreur, vous ne corrigez pas, allez avant de vous retrouver devant les écrans dans le monde pour proclamer les résultats. Donc, il faut vraiment qu'on cesse avec les petites choses et qu'on aille vraiment vers les vraies choses. Merci. Nana FM, allô? Oui, allô, bonjour. Masda Dido Gomé, bonjour. Monsieur Kabara, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Mas. Bon, je voudrais préciser quelque chose à notre député. Je suis de ceux qui disent qu'il faut une CENI technique. Et il parle tout à l'heure de l'administration. Il ne faut pas déshabiller Pierre pour aller habiller Paul. On sait que l'administration, c'est plein de gens d'unis. C'est pas ce que nous disons. Tous les jours, j'ai déjà donné l'exemple, les gens font des cartes d'identité 3 fois par semaine. On pourra confier cette mission en changeant le code électoral, confier cette mission aux mairies. Quelqu'un qui va aller faire 100 cartes d'électeur, ça veut dire qu'au préalable, on donne une durée de validité aux cartes d'électeur. Et quelqu'un qui va aller faire sa carte d'électeur, je ne suis pas sûr que dans une mairie, on va voir son visage et voir son accent pour savoir de quel bord il est. C'est de ça que nous parlons, c'est une technique. Il faut modifier le code électoral pour que les gens puissent au jour le jour aller faire leur carte d'électeur pour éviter de stresser les populations lors de l'approche des élections. Merci, bonne journée. Merci et bonne journée. On peut prendre encore un auditeur, 80 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Alors, honorable, avant que d'autres auditeurs n'appellent, Masda Dido Gomé et puis Michel qui pense qu'aujourd'hui il faut changer le code électoral et donner quitus aux mairies de pouvoir fournir des cartes d'électeurs comme ça, ça fait gain de d'économie. Non, mais la chose peut être vue comme ça. Au niveau de la délivrance des documents qui vont nous permettre, parce qu'il fallait trouver les dénominateurs le plus petit. Donc, on est passé dans beaucoup de pays, après le discours de la Baule, avec l'arrivée du multipartisme des élections, on a mis en place des CENI avec des cartes d'électeurs. Sinon, dans beaucoup de pays, vous allez en France, même le Rwanda qui est un pays africain, c'est avec les cartes d'identité qu'on vote. Donc, nous pouvons le faire, ça peut faire des économies. Là, moi, je ne suis pas contre. Mais c'est quels sont ceux qui vont organiser cette CENI technique? C'est de ça qu'il s'agit. Pour des gens qui ne se font pas suffisamment confiance, vous ne pouvez pas demander à une administration, si vous dites qu'on vous triche, on vous fait. Mais qui est-ce qu'on va nommer dans cette CENI technique? C'est ça la question. Maintenant, la pièce qu'on doit utiliser, si c'est la carte d'identité, moi, je n'ai rien contre. Quand vous allez au Rwanda, le système est fait de telle sorte que dès qu'il y a une naissance, vous êtes identifié. Même la carte d'identité, je crois qu'elle est pratiquement gratuite. Tout le monde a sa carte d'identité. Donc, on connaît les gens. On sait où ils sont. On sait où les trouver. Donc, il n'y a pas de débat. Si, jamais moi je suis chef d'État. Oui, ça c'est une proposition qu'on peut adopter. Maintenant,
pour la composition même de la CENI technique. Ça pose un problème. Dans des pays africains, surtout francophones, où les gens ne se font pas confiance. Mais je dis à partir du moment où on va commencer par travailler ensemble, on va mieux se connaître. Et nous disons ensemble, mettons en place une CENI technique parce que nous avons fait suffisamment d'élections, on se fait confiance, nous connaissons la transparence du système. Là, il n'y a pas de souci. Donc, nous ne sommes pas contre. Mais nous disons qu'il faut des évolutions pour qu'un jour, qu'on puisse parvenir à cette CENI technique. Si cette CENI technique est la volonté des partis politiques. Alors, Michel, qui pense qu'aujourd'hui, quand vous parlez de transparence, lui, il dit qu'il y a le résultat des urnes et les résultats sur les papiers. Mais les améliorations que nous demandons, le fait que l'opposition fasse partie, c'est pour que nous puissions avoir un minimum de conditions de transparence. On a toujours décrié les élections dans pas mal de pays francophones d'Afrique. On a toujours décrié les élections. Même les opposants qui ont toujours décrié les élections, quand ils prennent le pouvoir, l'autre opposition aussi, voilà. Donc, on ne se fait pas confiance. Quand je parle de changement de comportement, c'est que, intrinsèquement, nous avons des comportements qui ne nous permettent pas. Ce n'est pas forcément ceux qui sont là. J'ai toujours expliqué en prenant le cas de la Guinée, en prenant le cas de la Côte d'Ivoire. Ce qu'on reproche au parti au pouvoir, c'est ce que les opposants reprochaient à ceux qui étaient là il y a 10-15 ans. Donc ça veut dire que c'est au niveau de nos comportements. Quand je parle des comportements, je ne dis pas simplement au niveau de l'opposition, même au niveau de la mouvance. Il faut que globalement que nous puissions changer le comportement, que nous soyons beaucoup plus patriotiques, que l'intérêt du plus grand nombre puisse nous guider dans nos décisions au détriment de nos intérêts partisans. C'est de ça que je parle. Je parle d'une gouvernance. Je ne parle pas de l'opposition. Je parle d'une gouvernance dans sa globalité. Donc, si nous changeons nos comportements aussi bien au niveau de l'opposition, si nous devenons des hommes intègres, si nous intégrons dans notre façon de faire que c'est le plus grand nombre, nous devons respecter les règles. Nous ne devons pas faire entorse aux règles. Si nous le faisons, je vous assure que nous allons mieux nous faire confiance et nous parviendrons à un consensus. Alors, Michel, qui vous demande, vous l'avez si bien dit, vous avez pacifié le pays et il vous demande, est-ce la paix dans un pays signifie l'absence de marche Non, du tout. Quand je dis ça, c'est que notre façon de faire au niveau du centrisme a fait que nous pouvons parler aux deux bords. C'est pour ça que nous disons très souvent notre phrase, nous préférons être au centre que mourir aux deux extrêmes. Parce que les deux extrêmes nous posent un problème. Les deux extrêmes nous posent un problème. C'est comment faire pour que tout le monde puisse s'asseoir autour d'une même table, que nous puissions avoir un consensus sur un certain nombre de tests. C'est ce que nous avons fait. C'est en ça que nous parlons de pacifier le pays. Alors, M. Ouari, depuis Azamon, qui dit que lors du congrès du parti Santé du Peuple, son président disait qu'il faut aujourd'hui ce qu'ils appellent le partage du pouvoir. Que pensez-vous de cette affirmation? Bon, il n'est pas le premier à faire cette proposition, mais je trouve dommage que cette proposition soit faite maintenant. Quand Faure Gnassingbé était faible en 2017, on leur a fait toutes ces propositions. Ils ont refusé, ils ont demandé le départ immédiat. Et maintenant que l'opposition est divisée, l'opposition n'arrive pas à faire de congrès, on voit une certaine faiblesse. Maintenant, en fait, la politique, c'est un rapport de force. Il ne faut jamais l'oublier. Qu'est-ce qui va amener le pouvoir actuellement dans ce que nous voyons là, de dire, bon, venez, on va partager le pouvoir. Bon, je dis maintenant, si demain, en fonction des événements qui vont se passer, si on arrive à un consensus et qu'on dit qu'on veut faire une ouverture et que l'ensemble de l'opposition, qu'on puisse se retrouver au niveau d'un gouvernement, où est le problème? Moi, je ne trouve pas de problème. Mais individuellement, au niveau de nos partis politiques, nous devons faire un travail de fond. Il ne faut pas qu'on se laisse tromper par des propositions comme ça, où vous allez rentrer dans un gouvernement, alors que vous ne pouvez pas avoir un maire, vous ne pouvez pas avoir de conseillers municipaux, vous ne pouvez pas avoir de députés. Et il ne faut pas aussi que très souvent qu'on se cache derrière des coalitions. Parce que sans la coalition, il y a un certain nombre de partis qui n'existent pas. Donc, il est de notre responsabilité d'aller sur le terrain, de faire un travail conséquent pour que nous puissions avoir le maximum de conseillers municipaux, le maximum de députés, et que nous puissions montrer à ceux qui sont en face de nous que nous pouvons mieux faire dans les communes que nous allons gérer. Au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau des propositions que nous allons faire, que nous puissions leur montrer que nous avons de la compétence. Donc, il ne faut pas se cacher derrière la coalition, il ne faut pas se cacher derrière le gouvernement d'union ou bien de consensus. Mais si jamais le pouvoir nous appelle à un partage de pouvoir, pourquoi pas? Ça peut permettre à ce que, au niveau de l'opposition, que les gens puissent montrer de quoi ils sont capables. Il y a eu ça dans pas mal de pays. Et le maître Agboibo a toujours proposé la cogestion que nous avons toujours vue en Allemagne. Dans un certain nombre de pays. Et
dans ces pays, bon, quelqu'un m'a posé une question sur le centrisme, je vais lui répondre. Oui. C'est parce qu'au Togo, on ne connaît que ça. On ne connaît que les deux extrêmes et on pense que le centrisme existe. Dans pas mal de pays, c'est le centre, c'est les gens du centre qui sont au pouvoir. Que ça soit en France, en Allemagne, c'est le centre qui est au pouvoir. C'est le centre qui est au pouvoir. Donc, dire que, et dans notre loi actuellement, si vous n'êtes pas dans le gouvernement, vous êtes de l'opposition. Si vous n'avez pas fait une déclaration au niveau de l'Assemblée nationale disant que vous êtes dans la coalition gouvernementale, vous êtes forcément de l'opposition. Donc, il faut que aussi cette clarification soit faite parce que le PTP n'a jamais participé à aucun gouvernement dans ce pays. Donc, nous sommes de l'opposition et nous sommes centristes. Notre position du centre, c'est une position pragmatique. Et ce que la santé du peuple est en train de dire, ils sont en train de rejoindre un discours centriste. Mais nous ne sommes pas allés jusqu'à demander à ce qui est que nous puissions rentrer dans un gouvernement. Ça, nous n'avons pas encore fait. Eux, ils sont partis au-delà de nos positions pour demander d'entrer dans un gouvernement. Alors, Madame Essi qui pense que avant d'avoir l'alternance à la tête des partis politiques, il le faut d'abord à la tête du pays. Oui, l'alternance. Vous savez, quand vous avez l'alternance au niveau d'un pays, ça permet de renouveler les énergies. Ça permet d'avoir de nouvelles personnes parce que même si vous êtes intelligent n'importe comment, à un certain moment, il y a de la lassitude, il y a un certain nombre de choses. Donc, il faut renouveler les équipes. Même dans le même parti, il faut renouveler les équipes pour avoir une nouvelle énergie pour pouvoir atteindre des objectifs. Et je suis en partie d'accord avec elle, même nous-mêmes au niveau de nos partis. Il faut renouveler. Donc, mais il faut qu'on fasse un travail de fond au niveau de l'opposition et nous avons toujours péché par la stratégie. Si nous n'avons pas eu l'alternance, ce n'est pas parce que le régime est trop fort, c'est parce que nous sommes faibles au niveau de l'opposition et n'avons pas eu une bonne stratégie. Donc, voilà. Donc, mais très souvent, ce qui est dommage, c'est que Madame Essi ne rentre jamais dans le débat de fond. Madame Essi, pour elle, c'est que le régime est resté longtemps, si on n'a pas un discours. Nous avons un discours technique. Madame Essi se laisse très souvent emporter un peu par les sentiments. Je comprends aussi que c'est une dame. Hein. Je comprends aussi que peut-être qu'il y a eu un peu de frustration, mais qu'elle rentre dans un débat technique, puisque souvent nous faisons un débat technique. Alors, M. Gallo qui vous demande de tout faire pour avoir une élection sans violence. Mais on aura les dernières élections au Togo, il n'y a pas eu de violence. Et nous, nous aspirons à ça. Que nous puissions avoir des élections où il n'y aura pas de déplacés, il n'y aura pas de décès, il n'y aura pas de blessés, et que tout le monde puisse accepter les résultats. C'est ce à quoi nous tendons. Alors, Monsieur Pelé, qui vous parliez entre-temps de l'objectif 2030, il vous demandait, est-ce qu'en 2020, quand vous déposiez votre candidature, vous n'avez pas encore cette vision pour l'année 2030? C'est un processus. Il n'a qu'à me donner le nom de ce opposant qui est parti à une élection et il a emporté en même temps. Il n'a qu'à me donner un seul nom en Afrique. C'est un processus. Le fait de vous faire connaître, le fait d'avoir plus de députés, le fait que les gens connaissent votre idée. Vous avez vu des gens qui étaient dans la C14, maintenant ils rejoignent les positions centristes. Ça veut dire que c'est nous qui avons raison, mais un peu trop tôt, je l'avoue. Un peu trop tôt, parce qu'ils ne nous ont pas compris. Donc, c'est un processus. Si nous avions, notre candidature était retenue, vous allez voir notre score. En 2025, vous verrez notre score. Et en 2030, je vous ai dit que c'est un centriste qui va assurer l'alternance. Et il pense qu'aujourd'hui, quand on prend la zone 2 par rapport à l'enrôlement, les mêmes erreurs se reproduisent encore dans la classe. Je viens de le dire. Bon, il y a toujours le problème des machines, des groupes. Ça, je dis qu'il y a eu un problème de maintenance. Et je ne cesse de le dire. C'est peut-être pas un problème de ressources humaines parce que les gens remettent ça sur les opérateurs de saisie. Mais je dis, c'est beaucoup plus... Il faut regarder au niveau des appareils. C'est là où, je pense que c'est là où nous avons le gros souci. C'est au niveau des appareils. Mais combien ça va nous coûter renouveler ces appareils, tout ça là? Peut-être qu'il faut réfléchir à d'autres moyens. Alors, aujourd'hui, tout le monde parle de l'union de l'opposition. Je ne sais pas, au niveau de votre parti politique, comment ça va se faire? Est-ce que vous allez, à ces élections, vous allez faire cavalier seul ou bien vous allez travailler en un commun accord avec d'autres partis politiques? Actuellement, est-ce que vous connaissez la position, par exemple, de l'ADI, de l'ANC, ceux qui ont toujours été dans la coalition? C'est quoi leur position? Nous sommes pour que chacun d'abord aille sur le terrain travailler. Il faut que chacun connaisse son poids. C'est véritablement important. Moi, si l'ANC est devant moi, je sais que l'ANC est devant moi. Si tel est devant moi, je sais que tel est devant moi. Si je suis devant tel, je sais que je suis devant tel. Il faut que aussi bien nous, l'UFC, l'ANC, l'ADI, PSR, tout le monde doit aller pour connaître, qu'on connaisse dans quelle préfecture
vous avez de la popularité, vous avez votre bastion électoral, qu'on connaisse dans quelle préfecture vous avez un député, dans quelle préfecture vous avez une commune. Ça nous permet après maintenant de joindre nos forces pour pouvoir assurer l'alternance à une élection présidentielle. Ça ne nous empêche pas d'avoir des accords de manière ponctuelle dans certaines préfectures pour se faire élire. Ça aussi, ça peut se faire. Mais il y a des gens qui ont toujours vécu dans les coalitions. Et sans la coalition, ils ne pèsent pas grand-chose. Et ça aussi, c'est dangereux. Parce qu'ils se cachent derrière les coalitions. Et vous allez vous rendre compte que avant ou après chaque élection au Togo, il y a toujours des coalitions. Mais ça ne tient pas. C'est le temps d'une élection. Vous ne pouvez pas demander aux gens qui n'ont rien en commun, qui n'ont pas les mêmes valeurs. Et je vous ai toujours dit, c'est un panier à crabes. Ils vont toujours finir par se quereller. Maintenant, si nous nous retrouvons, parce que nous avons les mêmes valeurs, si les gens viennent à nous et les gens nous sollicitent et que nous trouvons que nous pouvons cheminer ensemble, pourquoi pas? Nous ne sommes pas contre. Alors, aujourd'hui, au-delà de votre casquette politique, la formation de l'élite de demain vous tient vraiment à cœur. Oui. Et vous y travaillez beaucoup aujourd'hui. Vous avez un programme de bourse pour des étudiants togolais dans d'autres pays. Alors, vous voulez en quelques minutes parler un peu de ce programme? Je pense que le plus important, ce n'est pas la politique, c'est la formation de nos cadres, c'est nos ressources humaines. Un pays qui n'a pas des cadres solides, vous ne pouvez pas aller loin parce que vous allez faire du surplace. Et nous, dans ce qui nous guide, tout le monde sait que nous sommes un homme, nous avons 3 casquettes. Casquette du businessman, casquette politique et casquette de l'homme social. Et dans ce cadre, avec notre ONG, nous recherchons toutes les opportunités que nous pouvons mettre à la disposition de la jeunesse pour que nous puissions avoir des cadres bien formés. Et c'est dans ce cadre que nous avons fait une mission en Inde. Nous avons négocié avec 2 ou 3 universités la possibilité d'envoyer des gens pour aller au perfectionnement. Ce n'est pas véritablement la formation, mais c'est le perfectionnement parce qu'ils ont des équipements que nous n'avons pas. Ça le permet et c'est beaucoup plus dans des filières techniques. C'est dans des filières techniques. Donc, si nous pouvons envoyer une vingtaine chaque année, ça serait une bonne chose. C'est des jeunes Togolais que nous sélectionnons. Nous avons commencé un programme similaire avec les universités marocaines et ce programme va continuer cette année. Nous allons faire un appel à candidature dans les semaines à venir pour envoyer également des étudiants au Maroc. Donc nous, ce qui est important pour nous, c'est l'homme. C'est placer l'homme au cœur de toutes nos stratégies, de tous nos programmes, de toutes nos politiques de développement, véritablement. Et que ça soit l'intérêt du plus grand nombre. Les ressources, la formation de l'élite africaine est véritablement importante pour nous. Le panafricanisme, le respect qu'on nous respecte, que nous soyons libres de prendre nos décisions, que nous soyons libres de pouvoir nous affranchir de tout ce qui ne nous permet pas de nous développer, que nous puissions prendre notre destin en main. C'est ça le plus important. Être chef de l'État, finir chef de l'État, ne pas finir chef d'État, ça ce n'est pas important. Alors, quand vous parlez de formation technique, vous mettez quoi dedans? Tout ce qui est métier de la main, hein? Tout ce qui est métier de la main, parce qu'on n'insiste pas là-dessus, c'est les petites mains dans les pays européens. Quand vous prenez les pays comme l'Allemagne, c'est la formation technique qui fait que ce pays-là est un pays développé. C'est véritablement la formation technique. Nous n'avons pas encore, il y a les IFAD qui ont commencé, il y a d'autres, mais nous n'avons pas véritablement encore cette formation technique. Et il faut aussi un marché. Il faut un marché, il faut prendre toutes les décisions qui puissent favoriser la création des micro-entreprises, des très petites entreprises. Parce que c'est cette très petite entreprise qui recrute ceux qui font la formation technique. Et notre tissu économique est tellement étroit que ça ne permet pas, il faut faire en sorte, nous devons enrichir les Togolais. Même au niveau de la gouvernance, dans beaucoup de pays francophones d'Afrique, on a échoué. Aussi bien les régimes qui étaient là que l'opposition, on a échoué. Parce qu'on n'a pas pu mettre des systèmes qui puissent permettre aux gens de pouvoir se prendre en charge, de pouvoir être autonomes. Et dans un pays, un régime qui ne permet pas l'émergence d'une certaine classe moyenne, c'est un échec. Un régime qui ne permet pas à ce que son opposition soit une opposition à l'aise pour qu'il y ait un débat de qualité, aussi c'est un échec. Donc c'est dans pratiquement tous les pays francophones d'Afrique que nous devons faire cette révolution au niveau des mentalités. Et vous savez très bien que moi, le panafricanisme est un de mes domaines de prédilection. Et nous écrivons beaucoup là-dessus. Et prochainement, nous serons à un forum qui nous permet, sur le plan international, qui nous permettra de pouvoir nous affirmer parce que nous pensons qu'au niveau de la colonisation, de la décolonisation, ça a été mal fait. Et il nous faut plus de ressources pour pouvoir prendre nos pays en charge. Ça peut ne pas passer par les gouvernements, ça peut passer par des ONG ou des associations, mais il faut une certaine réparation par rapport à l'ensemble des préjudices que les peuples africains ont subis. Et nous participerons à ce forum et nous allons faire valoir ou bien faire entendre la voix
de la jeunesse africaine. Alors, si vous avez un message en guise de mot de fin, en 30 secondes. 30 secondes, comme je l'ai dit, nous avons un beau pays. Et celui que nous voulons construire, et nous sommes déjà en train de le construire, c'est un pays fort militairement, fort diplomatiquement, fort sur le plan économique. L'emploi des jeunes, ça doit être la priorité de tout gouvernement. C'est l'emploi des jeunes, c'est la création de richesses. Un pays doit enrichir sa jeunesse, doit enrichir ses citoyens pour qu'ils puissent avoir des ressources. Si vos citoyens ne sont pas riches, vous êtes faibles économiquement. Et voilà ce à quoi nous aspirons pour que nous puissions avoir une jeunesse épanouie, une jeunesse bien formée, une jeunesse responsable. Nous disons merci à Innocent Kagara. Merci également à vous pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Merci à Nestor Glo pour la mise en œuvre. Merci également à Maïmouna Hassan derrière la caméra. Je suis Norbert Djouvadi. Bonne suite de nos programmes.